Pour moi, c'est vraiment important de se dire, j'ai pas à être experte en tout, en fait. Moi, aujourd'hui, d'ailleurs, je suis aussi un bon leader parce que j'estime que je suis pas experte. Mais effectivement, aujourd'hui, ma force, c'est les gens. C'est que je suis là pour les gens, je m'assure qu'ils aient les moyens de faire leur travail correctement. Mais ça veut pas dire que je sais de quels moyens ils ont besoin. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne podcast Hypo Jobs of Tomorrow pour vous guider sur la bonne voie professionnelle dans le monde de demain. Moi, je suis Anne-Laure, je suis career coach et fondatrice de Hypo AI et j'aurai pour chaque épisode à mes côtés un invité spécial pour vous parler des métiers d'avenir, d'évolution professionnelle et de reconversion, des outils au service de votre carrière et plus généralement de futur du travail. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour cette première, celle qu'on appelait la star de la data à l'époque où nous travaillions toutes les deux chez Blablacar. Aujourd'hui, elle est directrice des données, data director chez Ubisoft, où elle dirige une équipe de plusieurs dizaines d'experts à travers le monde. Voilà, donc elle va nous donner une vision unique des métiers de la data et de leur avenir. Bonjour à toi, Gaëlle. Bonjour. Attendez, je suis accompagnée aujourd'hui de Napoléon, mon empereur qui est mon chien. Il est souvent dans mes calls, donc ne vous inquiétez pas, il sera toujours là. Tu dois travailler à distance aujourd'hui. Oui, exactement. J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail dans mon travail et beau. aujourd'hui, effectivement, je suis à la campagne. Donc, ce que je voudrais qu'on commence par faire, c'est comprendre ton parcours et ce qui t'a mené là où tu es, parce que ça c'est incroyable. T'es passé par plein de jobs et puis t'es arrivé dans la data. T'as rejoint SNCF Voyage, Blablacar puis Ubisoft jusqu'à être donc directrice des données. Voilà pour aujourd'hui gérer toute la stratégie de la donnée pour des millions de joueurs dans le monde. Et je voudrais que tu nous racontes un petit peu ça. Oui, c'est vrai que j'ai pas un parcours très linéaire, je dirais. C'est parfait, c'est ce qui nous intéresse. Voilà ça. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 2000. J'ai commencé ma carrière par du développement, en fait. C'est quelque chose qui me plaisait. Et c'était vraiment l'avènement du web à l'époque. Donc, je faisais des sites web en orange et bleu marine. Si tout le monde se souvient, c'était vraiment les couleurs complémentaires à la mode. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, donc en 2000, pile poil. J'ai fait plusieurs petites boîtes pour faire voilà du développement web et puis un jour en travaillant dans une boîte de conseil, j'ai eu une mission chez Voyage SNCF et cette mission c'était de créer en fait un outil de tagging de page, donc ça concernait déjà le tracking web à l'époque et du coup de facto, tu construis ce framework de tracking et tu vas aussi analyser un peu les chiffres que tu génères. Et du coup, j'ai trouvé ça exceptionnel de se dire, je suis capable de savoir ce que font les gens, notamment sur un site de voyage, puisque l'idée, c'était que les gens achètent des billets de train, mais il y avait aussi des guides de touristes, etc. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Et là, je me suis dit, putain, en fait, la data, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Le coder, c'est sympa. Mais je sais que je peux coder et faire de la data en même temps. Du coup, j'ai décidé en fait de me consacrer à la data à plein temps. Et c'est là où j'ai commencé ma carrière de data girl, on va dire, dans une petite boîte de jeux vidéo à l'époque. C'était pareil. Donc j'ai fait l'avènement du web et là je faisais l'avènement des jeux sur Facebook. Et donc pareil, à l'époque, on se doute bien que c'était un peu open bar au niveau des datas. Pareil, on pouvait appeler l'API de Facebook de manière très simple et de récupérer des volumes de data assez énormes. Et c'est là en fait où j'ai commencé effectivement à monter des équipes data, parce que finalement quelque chose qui m'a beaucoup suivi dans ma carrière, c'est de créer des équipes data dans des compagnies qui comprenaient que la data était importante, mais qui n'en avaient pas vraiment. C'est-à-dire on a de la data, mais on n'a pas vraiment de gens experts pour le faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est là aussi où j'ai commencé à faire quelques conférences pour expliquer pourquoi la data c'était important. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Blablacar en 2011. Non, en 2013, pardon. Et c'est là où on s'est rencontrés, effectivement, à Nord. Et pareil, chez Blablacar, l'idée, c'était de dire, on doit avoir de la data, on sait que c'est important et comment est-ce qu'on va le faire. Et je suis arrivée à ce moment-là. On a travaillé ensemble pendant à peu près 3 ans, si je dis pas de bêtises, et j'ai eu une belle opportunité chez Ubisoft de, encore une fois, créer une nouvelle équipe. Et là, cette fois-ci, sur les jeux mobiles. Donc, j'ai vraiment créé et l'idée l'équipe data et à l'époque, on appelait ça business intelligence de Ubisoft Mobile. J'ai fait ça pendant 5 ans.
Et maintenant, je suis directrice des données dans une structure un peu plus grosse chez Ubisoft qui s'appelle Ubisoft Data Office, et pour lequel on a lancé une nouvelle stratégie data avec notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le data mesh. Je sais qu'on va en parler un petit peu plus loin, donc je vous donne un peu de teasing. Mais voilà, aujourd'hui, je m'occupe de plusieurs équipes qui sont effectivement réparties à travers le monde. Ubisoft, c'est une entreprise de 17 000 personnes de San Francisco à Osaka et tout ce qui peut se passer au milieu, je dirais. Wow. On est effectivement des éditeurs de jeux vidéo que vous connaissez très bien, Rainbow Six, la marque Assassin, qui est une très très jolie marque, Far Cry, Watch Dogs, etc. Et le fameux qu'on connaît très très bien et qui a très très bien marché pendant le Covid, Just Dance, évidemment, que je pense que tout le monde a au moins un Just Dance, peut-être pas de l'année passée, mais on a tous au moins un Just Dance pour les soirées en famille, je dirais. Et voilà, en fait, mon parcours, donc ouais, il est assez atypique. J'ai pas, je dirais, de diplôme de data. Moi, j'ai un BTS de développement d'applications des années 2000, encore une fois. Mais grâce à l'avènement du web et puis à toutes les ressources qu'on peut trouver aujourd'hui, on peut se former très facilement. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes incroyables, dont toi, hein, qui m'a vraiment aidé aussi à grandir en tant que personne et en tant que professionnelle. Donc voilà, faut juste y croire et se donner les moyens de réussir, je dirais. C'est oui, quand on est facile à dire. Hein. Mais quand on est passionné, ça se fait, quoi. C'est ça, ouais. Exactement. Non, on va revenir un petit peu là-dessus après sur les formations finalement et aujourd'hui ce que tu pourrais conseiller. Mais donc avant de passer là-dessus, donc effectivement tu as parlé de data mesh puisque vous avez préparé une transition vers cette approche. C'est un terme un peu technique, mais ça représente une vraie révolution dans la gestion des données. Est-ce que tu peux nous dire simplement ce que c'est et pourquoi c'est l'avenir pour les entreprises comme Ubisoft? Oui, alors data mesh, c'est un concept qui est assez nouveau. Je crois que ça date de 2019 à peu près, quelque chose comme ça. C'est aussi ce nouveau concept qui nous a lancé à créer ce qu'on a appelé donc le data office. L'objectif est assez clair. On passe en fait d'une centralisation de la donnée et de ses experts vers un ownership, vers les gens qui finalement connaissent le mieux ces données. Donc pour nous, ça veut dire par exemple, et dans toutes les entreprises, pour Ubisoft, je veux dire, les gens qui font les jeux vidéo sont les personnes qui connaissent le mieux les données produites par leurs jeux vidéo. Je vous donne un exemple, c'est assez générique, évidemment, on peut imaginer que les gens de la finance sont plus à même de comprendre et d'être les responsables de la donnée finance. Pareil pour les RH, etc., etc. Donc le data mesh, il y a plusieurs piliers, mais le principal, c'est juste de dire l'ownership et la responsabilité de ces données échoue aux personnes qui savent la manipuler, qui la produisent, qui la connaissent le mieux. Donc c'est vraiment ça. Après, évidemment, autour, on va avoir certains piliers un peu plus importants comme la data gouvernance. Je pense que ce sera très intéressant un jour de peut-être faire un autre épisode sur la gouvernance puisque tout le monde en veut, tout le monde croit qu'il en fait, personne ne sait vraiment ce que c'est, je dirais. Mais là, effectivement, ça vient avec des nouvelles responsabilités. T'es pas juste un VP finance qui attend des données finance pour faire ton reporting. Tu es responsable de mettre à disposition de l'entreprise au global tes données finance. Tu es responsable de mettre à disposition tes données de manière facilement accessible par un reporting ou un dashboard. Tu es responsable des access management également, etc., etc. Donc, ce n'est plus vraiment t'as ta petite équipe, enfin t'as ta grosse équipe data pour des grosses boîtes qui centralise tous tes besoins et qui font tout ce dont tu as besoin. C'est vraiment toi qui deviens responsable de tes produits. Un des points très importants dans le data mesh aussi, c'est que finalement tu traites la donnée comme un produit. C'est que la donnée devient fait partie intégrante de ton produit. Ça, on peut aussi en parler à la fois en tant qu'expert data sur, je dirais, sur le tracking de tes produits. Est-ce que mon jeu vidéo plaît? Est-ce que les gens jouent? Est-ce que les gens reviennent? Est-ce que les gens jouent comme moi? J'ai imaginé mon jeu, par exemple. Mais là, c'est vraiment de dire, en fait, tu es responsable aussi de ces données pour l'entièreté de l'équipe et de la compagnie. Et pas juste... moi je suis tel jeu, je vais faire mon petit truc, puis si quelqu'un a besoin un peu plus transverse de l'entièreté du portefeuille, il va le refaire de son côté. C'est vraiment je suis responsable pour la compagnie de ce domaine de données. Et on peut du coup séparer ça en ce qu'on appelle des data domaines. En vrai, si vous êtes vraiment intéressé par ce concept, je vous conseille de lire le livre qui s'appelle Data Mesh, qui a été écrit par Zhamak. J'ai oublié son nom de famille, mais c'est très facile. Vous tapez Zhamak, Data Mesh. On le mettra dans la description. Voilà, merci. C'est vraiment la personne en fait qui a mis ce concept un peu sur la table. À la base, le mesh, c'est un concept de software development. On n'est pas non plus parti sur quelque chose de très nouveau.
on est reparti sur de la tech qui fonctionne bien et on a appliqué ça au monde de la data finalement. Ok, génial. Et donc, du coup, c'était ton dernier gros projet, gros challenge, ça Oui, parce qu'en fait, comme c'est un nouveau concept, toi-même tu connais un peu ça. On a fait ça chez Blablacar avec les squads à la Spotify, on va appeler ça comme ça, avec l'agilité pour avoir plus de vélocité et plus de delivery. Donc oui, ça a été un travail de longue haleine. Moi, j'ai rejoint Data Office il y a 4 ans. Et encore aujourd'hui, on est encore en train d'apprendre et de mettre certaines choses en place. On voit ce qui fonctionne pas aussi. C'est facile de dire à la personne HR, en fait, t'es HR, c'est toi maintenant qui es responsable de des data HR. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Nous, on a fait le choix du Data Office d'être un pseudo-incubateur finalement. La manière dont fonctionne le data mesh, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des data domaines. Et en fait, on peut les faire soit par domaine d'activité, donc HR, finance, business, etc., etc. On peut imaginer en fait d'autres types de domaines. On a discuté avec d'autres entreprises qui font ça aussi. Ils ont d'autres data domains, mais ça n'empêche pas qu'il te faut quand même une équipe d'experts qui comprend ces données-là et qui vont pouvoir aider en fait l'équipe business. L'idée, c'est vraiment de dire je rapproche la technique du business. Et donc, des gens qui savent manipuler de la data, qui vont se former sur des domaines de data différents, HR, finance, etc. Et à terme, les envoyer dans ces équipes-là. Donc aujourd'hui, le Data Office, c'est finalement un incubateur de data domain qui, en fait, après, vont rejoindre leur business unit. D'accord. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Génial. Et du coup, vous avez des gens qui sont pas spécialement des pure tech ou des ingénieurs qui bossent avec vous et que vous embarquez là-dedans? Exactement. C'est-à-dire que nous, les équipes data sont des experts. Hein. On en citera quelques-uns, des data analysts, des data scientists, des data engineers, des analytics engineers. On a plein de terminologie sur des aspects très divers de la data, mais on va effectivement travailler en collaboration avec des gens qui sont plus business oriented ou peut-être même plus fonctionnels. Okay. C'est-à-dire que c'est pas les data guys, même s'ils ont quand même un knowledge assez fort, c'est pas eux qui vont dire oh là là sur de la finance l'indicateur le plus fort c'est ça. Ou en ce moment, je travaille aussi avec une équipe qui fait ce qu'on appelle de la compétition intelligence, de dire ah bah tiens il y a ce partenaire qui met à disposition ce type de données, c'est hyper important pour moi pour savoir comment positionner mon jeu, mon nouveau jeu, mon futur jeu ou mon idée. Et par contre, on va avoir des experts data qui vont dire bah pas de souci, moi je vais aller chercher cette donnée parce que je sais manipuler ce type de données. Et à toi de me dire de quelles données ou de quel indicateur, parce qu'évidemment, on va pas juste faire de la collecte de données, on va aussi faire de la transformation, on va aussi faire de l'agrégation jusqu'à des indicateurs, voire même aussi des produits data intelligents entre guillemets sur lesquels on va pouvoir faire de système à système, mais ça bon tout le monde est à peu près au courant de ce qui est de la donnée analytique et de la donnée que moi j'appelle de production ou opérationnelle, mais effectivement on va être aidé ou supporté par ces équipes qui connaissent en fait leur domaine d'affaires ou leur business entre guillemets pour nous permettre aussi d'aller plus loin, et du coup le fait que ces deux équipes soient mises en une seule finalement permet des synergies bien plus forte que quand tu reçois des tickets Jira de en tant que directeur des données HR, j'ai besoin de ça. Là, c'est vraiment genre comment je construis un produit qui peut être lisible et compréhensible par l'ensemble de la compagnie. Alors évidemment, si je prends l'exemple des HR, ça marche pas pour l'ensemble de la compagnie. On s'entend bien que c'est assez sensible, mais on peut imaginer d'autres domaines d'affaires sur les ventes de nos jeux ou l'activité dans nos jeux sur lesquels je pourrais être responsable et que je devrais mettre à disposition dans un produit vraiment facile d'accès et complètement compréhensible à l'ensemble de la compagnie sans avoir à faire, je dirais, une formation à chaque fois que je sors un indicateur, quoi. Alors Gaëlle, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que tu peux juste nous parler, si on sort un petit peu de la technique, moi j'ai l'impression que ce qui a fait tout ton succès, c'est pas nécessairement que ces connaissances techniques. C'est un petit peu au-delà parce qu'aujourd'hui tu manages donc toutes ces équipes, etc. C'est quoi pour toi les compétences humaines là qui ont fait, qui ont permis de servir ce leadership qui te caractérise? Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de principes humains, je dirais. Pour moi, une équipe qui délivre bien, c'est surtout une équipe qui se sent bien. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à mettre l'humain avant mes produits finalement. C'est vraiment important pour moi. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, pour moi ce qui est important, c'est que j'ai besoin de trouver la bonne personne à la bonne place.
je sais qu'on n'est pas tous d'accord, je dirais, sur comment est-ce qu'on construit nos équipes. Moi, j'aime bien avoir des experts dans une expertise. Un mouton à 5 pattes, ce qui était un peu ce qu'on cherchait au début de l'avènement de la data, c'était chouette pour commencer. On a vite vu que c'était assez compliqué. Et en fait, il y a souvent, pour moi, il y a aussi un truc de, tu peux pas être expert d'une seule chose, enfin, tu ne peux pas être expert de plusieurs choses, pardon. Pour moi, c'est vraiment important de dire si tu es expert de la data collection, et là, je pense beaucoup à des data engineers qui ont un travail très technique, très technologique, mais qui est sur un aspect de la data qui est quand même assez petit. C'est, je prends de la data qui existe à droite et je la remets à gauche. Je ne crois pas en quelqu'un qui sait faire de la data collection, de la manipulation de data, de l'analyse de data, et ça existe. J'en connais. Ils sont très bons d'ailleurs, mais ils sont très peu. Du coup, on n'a pas forcément assez de vivier. Mais moi, j'aime bien avoir des experts. C'est pour ça que dans mes équipes, généralement, je commence vraiment par 3 gros métiers qui sont data engineer, data analyst, data scientist. Parce que c'est là-dessus que je vais aller les chercher. Je veux dire, on peut pas me demander à moi d'être expert de la data et être expert des données finance, comme je disais tout à l'heure, et masteriser Excel et en même temps des outils comme Tableau ou même pire, tu vois, de me demander de faire des plannings de workforce. Pour moi, c'est vraiment important de se dire, j'ai pas à être experte en tout, en fait. Moi, aujourd'hui, d'ailleurs, je suis aussi un bon leader parce que j'estime que je suis pas experte du tout. Bah, j'espère. J'ai des connaissances techniques, mais je peux pas, tu vois, par exemple, mes data scientists ou mes ML engineers, et je pense qu'on va parler d'AI après, moi, je sais pas, c'est pas mon cœur de métier, j'ai pas appris ça. Je sais, comme tout le monde, j'ai fait une petite formation Coursera, évidemment, puisque pendant longtemps, je pensais que je pouvais pas manager des gens dont je comprenais pas le métier. Mais effectivement, aujourd'hui, ma force, c'est les gens. C'est que je suis là pour les gens, je m'assure qu'ils aient les moyens de faire leur travail correctement. Mais ça veut pas dire que je sais de quels moyens ils ont besoin. C'est vraiment une écoute en fait active que je vais avoir et puis m'assurer voilà qu'ils ont des bonnes conditions de travail. Donc la technique c'est bien, mais c'est vrai que passer un certain cap et notamment moi après 25 ans de carrière, je peux plus être experte à la pointe. J'ai plein d'autres chats à fouetter, mais c'est voilà cette autonomie que je donne à mes équipes qui font aussi ce succès, je pense. Ok. Et Gaëlle, rapidement aussi, quand tu recrutes quelqu'un, qu'est-ce qui t'intéresse le plus et comment la technique, vous la validez quand vous faites des recrutements à distance et qu'on se sert de l'IA, etc. Comment tu fais? Alors effectivement, on va proposer un test technique. Alors on va pas aller acheter un test technique, c'est vraiment un test technique qui va être fait par mes équipes. J'ai quelques gens sous moi qui sont du coup de très très bons experts évidemment, et pour lesquels en fait on va anonymiser certains datasets. On va essayer en fait de rendre notre test un peu plus personnalisé. C'est pas juste voici les prénoms des bébés depuis les années 50, fais-nous une analyse. On va aller chercher quelques trucs et surtout pour nous aujourd'hui ce qui est important c'est que les gens soient quand même assez au fait de l'industrie. Quand bien même moi je me revendique plus comme data que jeux vidéo, je suis consciente que dans certains profils j'ai besoin de gens qui sont data dans le jeu vidéo. Notamment en ce moment où effectivement on a quand même beaucoup de travail, on n'a pas forcément je dirais le temps de former quelqu'un à l'industrie. Donc c'est vrai que on va plutôt voilà. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt aller faire des tests un peu personnalisés qui ont été créés par un humain, qui va être lu par un humain. Moi du coup bah comme je suis assez haut dans la hiérarchie, je dirais c'est pas moi qui vais trop m'occuper de ça. Moi je vais vraiment aller chercher des fit humains de comment le savoir-être de la personne, est-ce qu'ils se sont à l'aise aussi avec moi. On sait que surtout en France il y a des points de hiérarchie qui sont des fois un peu difficiles. Je vais pas dire que j'ai une hiérarchie flat, mais c'est vrai que c'est important pour moi que les gens comprennent que je ne veux pas qu'ils fassent quelque chose parce que je leur ai demandé, parce que je suis leur supérieur hiérarchique là. Je veux qu'ils fassent quelque chose parce qu'ils croient en ce que je demande, en tout cas, ou en le produit qu'ils vont construire. Donc moi, je vais vraiment chercher plutôt ces fit humains. Et pour moi, la plus grosse qualité de quelqu'un, c'est la curiosité. Je cherche pas quelqu'un qui sait tout. Je cherche aussi quelqu'un de vrai qui est capable de dire ah ben je ne sais pas. Et je suis capable d'aller chercher cette info, puis la prochaine fois qu'on se voit, je suis capable de t'en parler, ou de dire ah ouais c'est intéressant, et du coup de ramener aussi quelques points plutôt personnels, de ah bah tiens j'ai lu cet article là. Je cherche pas quelqu'un qui sait tout en fait, au contraire j'ai besoin de ces aspects humains. Et notamment parce que mes équipes aujourd'hui sont aussi construites avec ce pan humain important, donc je suis pas en train de recruter une machine.
Bah, de toute façon, ça ne sert plus à rien, hein, je crois. Parce que les machines, voilà. on les a maintenant et c'est justement Exactement. savoir comment les utiliser, quoi. Ouais. Et donc, tu peux nous parler des métiers qui seront augmentés par l'IA naturellement et ça se fait plutôt, on va dire, de manière fluide et agréable pour tous. Et puis ceux qui sont un peu plus bousculés et qui doivent se réinventer plus profondément. Je sais pas s'il y a une vraie rupture en deux groupes comme ça. Pour moi, il y a vraiment, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on doit tous utiliser. Alors, je vais sans doute dire quelque chose de très controversé. J'ai envie de dire, il y a IA et IA. Il y a mon utilisation de ce qui s'appelle aujourd'hui l'IA. Hey chat, je dois écrire un mail à quelqu'un de super, à mon CEO, en anglais. Voilà ce que j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux rendre ça un peu plus pro? Là, j'utilise de l'IA. Est-ce que vraiment j'utilise de l'IA? Ouais, peut-être. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait utiliser l'IA? Oui, je pense, mais pas que. Et après, il y a vraiment effectivement des vrais produits IA aujourd'hui qui sont comment j'améliore mon produit en temps réel parce que la machine a pu détecter un pattern de la personne qui l'utilise. Je pense que dans les jeux vidéo, on a plein de choses qui nous viennent en tête aujourd'hui. Je pense que dans d'autres industries, ça existe aussi. Pour moi, il y a vraiment cette IA un peu simpliste et facile qu'on est tous en train d'utiliser, sur lesquels qu'on doit tous utiliser finalement. Alors évidemment, pas pour faire une recherche Google. Je pense qu'on est tous à même de faire une recherche Google, mais quelque chose d'un peu plus poussé de réécris-moi ça dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle ou sur laquelle je me sens un peu moins à l'aise ou comme tu l'as dit, moi je suis très tech aujourd'hui et il y a des fois où je dois vulgariser quelque chose et je suis pas vraiment sûre de la manière dont je le fais. Je trouve que l'IA est quelqu'un de très bon conseil. Ça veut pas dire que je vais pas non plus aller tester ça sur des humains, mais je pense qu'il y a des choses que l'IA nous permet de faire de manière plus simple. Moi, ma meilleure utilisation de l'IA, c'est ma veille technologique. Avant, je me bloquais une demi-journée pour faire de la veille technologique, généralement le vendredi matin. Maintenant, mon IA personnel est capable de me donner un petit digest et après c'est à moi d'aller un peu plus loin. Je pense que dans les métiers aujourd'hui qui sont mis à mal, je dirais pas qu'ils sont mis à mal, c'est juste qu'effectivement, il y a des tâches qu'on pourrait qualifier d'ingrates, qu'on donnait souvent des fois, peut-être même plutôt à des gens plutôt juniors, qu'aujourd'hui en fait ils vont pouvoir automatiser plus facilement. Tout en apprenant, parce qu'il y a quand même un point de... J'ai lu beaucoup d'articles de les gens qui utilisent les IA, comme moi je le fais pour écrire des mails, ne réfléchissent plus à 43%, quoi. Un truc un peu comme ça, et tu dis, ouais, non, mais en fait, moi j'utilise l'IA pour valider mon raisonnement. Je dis pas à l'IA, je dois écrire un mail à mon CEO, écris-le pour moi, tu vois. Là, c'est un peu comme si pour notre interview, j'avais dit, oh là là, je dois faire une interview là-dessus, voilà les 3 gros sujets, vas-y, écris-moi. Enfin, c'est générique en fait, je pense que ça se voit vite. Par contre, là où ça a vraiment de la valeur, c'est effectivement pour certains aspects, puis même moi j'ai essayé il y a pas longtemps là pour voir. Je code plus depuis très longtemps, mais j'avais envie de faire une petite appli pour avoir un peu mes indicateurs rapidement, puis avoir des couleurs, tu sais, genre c'est vert, c'est bon, ça marche bien, c'est orange, ah bah ça marche un peu moins bien, puis c'est rouge, je pense que ça fonctionne pas. Et du coup j'ai tenté de coder avec Windsurf, qui est un logiciel qui code pour toi en fait. Tu dis juste je veux faire ça. Et ça j'ai trouvé ça hyper puissant parce que moi, je sais coder, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait. Je code à l'ancienne, je pense même. Mais là, en une demi-journée, j'avais un petit proto qui était assez intéressant. Ah ouais, grave, c'est sûr. Et je pense que il y a aussi, tu vois, c'est vraiment pour moi là la grosse puissance de l'IA. Puis je parle pas d'IA générative qui est encore un truc au-dessus où là, je pense que je suis pas la bonne personne pour en parler. Je sais ce que ça fait, je vois la puissance, je vois la valeur. Je sais pas vraiment comment ça marche. Je vais pas dire que c'est de la magie, là, mais ça prend, là pour le coup, tu vois, ça prend des vraies personnes qui sont dans la data science, le machine learning, ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'intelligence artificielle. J'ai prévu une interview pour courir le sujet IA, ça tu t'en doutes. Alors nous voilà de retour avec Gaëlle pour aborder la dernière partie de ce podcast sur donc les métiers de la data et surtout aborder maintenant les métiers qui sont prometteurs dans la data. Donc je t'avais demandé, j'aimerais bien te demander justement de nous en citer 5. Peut-être plus, si jamais c'est trop frustrant de se limiter à 5. Voilà les métiers et puis les spécialisations qui vont être prometteuses dans les années à venir selon toi.
Oui, je vais commencer par le plus obvious, je dirais, évidemment, ML engineer, AI engineer, si jamais on bascule là-dessus. Je pense que c'est effectivement le métier, on a besoin de gens qui automatisent les modèles et qui sont capables aussi de les industrialiser. Je veux dire, on a tous fait des petits modèles par-ci par-là. Les industrialiser, c'est un peu plus difficile et ça prend vraiment des grosses compétences, notamment techniques, hein. Il faut comprendre les complexités des modèles, la scalabilité, je dirais, aussi et les ressources que ça prend. Donc pour moi, c'est vraiment le plus obvious et le plus gros job porteur. On s'entend que c'est pas non plus un nouveau job, hein. On faisait déjà du machine learning Ouais, ouais. avant, etc., etc. Pour moi, il y a un gros point de data gouvernance. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure en parlant du machine learning. C'est aussi important qu'il y ait des règles de gouvernance data à suivre. On va pas non plus faire de l'AI pour faire de l'AI. On va pas utiliser n'importe quelle donnée. Je pense que un point qui est hyper important pour moi au niveau des données, c'est qu'en fait, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ça reste un nombre et on peut lui donner l'histoire qu'on veut. Donc, c'est aussi important d'avoir de la gouvernance pour justement cadrer un peu ça. Ouais. Il y a aussi, évidemment, tout à l'heure, j'en parlais aussi sur relier la technique et le business. Je pense que ça prend aussi des programmes managers, justement, pour bien élaborer quel est le produit qu'on veut faire, quelles sont les étapes qu'on doit sur lesquelles on doit passer, s'assurer de la bonne mise en place aussi de règles. Pour moi, c'est pas c'est pas AI oriented entre guillemets, mais on a besoin de personnes qui vont traduire. Moi, j'ai envie qu'on fasse de l'AI sur un truc qui, je sais pas, on va l'appeler Ask Data. Genre, je veux que les gens puissent être capables de dire combien j'ai fait de vues sur mon site web hier. Je pense que ça apprend effectivement un product manager pour bien définir les attentes des end users, puisque c'est quand même eux qui vont finalement Ouais. utiliser ça. Donc pour moi, c'est hyper important. Après, je pense qu'un des derniers métiers, je sais pas si on en a vraiment encore, mais comme on voit l'émergence des politiques de sécurité des données, je pense à GDPR, COPA, etc. Ouais. On sait qu'il y a le AI Act non, ça fait quelques années maintenant, mais je pense que ça prendrait quand même des responsables, je sais pas si on va appeler ça éthique peut-être, de dire voilà, on fait pas de l'AI n'importe comment en fait. Je pense que ça prend aussi des gens peut-être plus dans le côté légal finalement, comme on peut avoir aujourd'hui dans des grandes entreprises pour mettre en place la compliance avec les lois de régulation. Je pense que pour l'AI, ça prend aussi un peu ça là. Donc c'est vraiment, pour moi, ça touche vraiment tous les corps de métier, du fonctionnel au légal jusqu'au plus technique. Euh, pour faire ça, pour moi, c'est vraiment ça, les métiers un peu d'avenir sur l'AI, si vraiment on a envie d'aller là-dedans. Et puis après, ça prend toujours les métiers qu'on connaît aujourd'hui, hein. On aura toujours besoin de data engineer, on aura toujours besoin de data analyst et aussi de data scientist. L'AI, hein, pour moi, c'est vraiment un mot ombrelle qu'on utilise pour des choses qu'on utilisait déjà avant, hein. Le Ouais. machine learning, c'était aussi de la statistique avant, etc. Donc c'est vraiment juste un nom moderne sur une technologie qui progresse de plus en plus, notamment parce qu'on a la technologie pour. Mais je ne pense pas que ça va mettre en péril des métiers, en tout cas des métiers qu'on connaît aujourd'hui dans la donnée. Ouais. Oui, ça peut mettre en péril des métiers qui sont en fait juste des métiers de tâches automatisées. On l'a vu hein, avec l'avènement des agents AI ou de l'AI agentic comme on dit. Oui, ça peut remplacer des humains dans certains Ouais. cas, mais je pense surtout que ça prend des humains pour contrôler quand même les outputs des IA qui sont mine de rien juste des modèles logiques et rationnels, j'ai envie de dire. Alors ce qui me plaît beaucoup puisque je suis une humaine très logique et rationnelle, mais je suis contente d'avoir des humains des fois pour me pousser un peu sur des points un peu plus humains entre guillemets. Donc, je pense que voilà, ça va juste changer un peu comme l'avènement de la révolution industrielle finalement, ni plus ni moins, je dirais. Ouais, ouais, on est en Et, plein dedans, c'est pas et par contre, exactement. c'est ça. Et après, par contre, il y a vraiment un point qui me touche beaucoup, puis à toi de voir si tu veux le garder ou pas au montage. Je pense qu'il y a une dimension écologique qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire, et notamment avec l'AI qui nous permet de faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça tout à l'heure que je disais, si c'est pour faire une requête Google, tu peux le faire toi-même. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit Ouais. conscient de l'impact écologique et pas économique en fait. Vraiment, l'écologie doit être au cœur aussi de notre industrialisation de l'intelligence artificielle. Oui, pour le moment, on est un peu l'enfant qui découvre un cadeau C'est surexploité ça, et c'est qui fait ça. un peu n'importe quoi. On ne sait pas encore bien s'en emparer, mais bon, espérons qu'on fasse ça intelligemment dans les années qui viennent. Euh, Exactement.
Dis-moi, Gaëlle, est-ce que, enfin, j'aimerais qu'on arrive à formuler des conseils pour des débutants parce que c'est peut-être intimidant tout cet univers. Donc pour quelqu'un qui est passionné, est-ce qu'il a encore ses chances donc du coup, tu vois, face à l'IA et des experts de Oui. plus en plus pointus, parce que on dit on remplace les débutants, on remplace les tâches faciles, mais donc aujourd'hui, voilà, quels seraient tes conseils pour des gens qui veulent se lancer dans la data Ouais. Alors, je dirais qu'effectivement, ça peut paraître intimidant parce que déjà, il y a beaucoup de buzzwords, tu vois. Comme je disais, AI, c'est juste la continuité de ML qui lui-même était la continuité de la statistique, etc. On dit aussi qu'il faut être très bon en maths. Non. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas très bonne en maths. En tout cas, à l'école, je n'étais pas très bonne en maths. Ça m'empêche pas de faire de la data. Encore une fois, c'est aussi quelque chose de logique et rationnel. Euh, donc pour moi, en fait, il faut se souvenir que la data, c'est quelque chose de nouveau quand même, enfin de nouveau dans le sens où tu n'es pas expert en data, quoi. C'est quelque chose qui s'apprend et dès lors que tu peux l'apprendre, tu peux devenir expert. Donc pour moi, on en revient à ce que je disais au début, c'est vraiment la curiosité qui va faire que, oui, ça demande du travail, mais ça demande du travail comme tu as appris à lire, comme tu as appris à écrire, comme tu as appris à compter. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment juste, il faut commencer petit. Ne mets pas sur ton CV que tu es expert en AI depuis 10 ans. Ça n'existe pas. Même si les entreprises de la recherche, ça n'existe pas. Donc, il faut juste, voilà, ça devient, c'est de l'entraînement finalement. De la donnée, il y en a partout dans ta vie. N'hésite pas à l'utiliser. Alors, ne sois pas aussi extrême que moi qui commençais à traquer mes pas, mon sommeil, mes calories, etc. Juste, fais-toi un petit truc de, euh, bah, je vais regarder mon sommeil. Qu'est-ce que ça donne sur moi, qu'est-ce que j'apprends sur moi en fonction de mes heures de sommeil, etc. Donc vraiment commence petit. Tout à l'heure je parlais, moi j'avais fait une petite appli pour savoir si mes flux de données vont bien. Bah c'est pareil. Ah bah tiens, je vois qu'en dessous de 6 heures de sommeil ça va pas. Bah voilà, manipule ce genre de données un peu personnelles, juste pour apprendre. Évidemment, on va parler de langage de programmation, le Python qui a été vraiment fait pour manipuler des grosses volumétries. J'imagine qu'aujourd'hui il y en a des nouvelles que je connais pas très bien puisque je suis encore un peu old school, mais voilà, c'est juste, n'imagine pas créer un truc de malade tout de suite, entraîne-toi. La data, c'est comme tout le reste, ça s'apprend. Sois curieux. Essaye aussi d'avoir un bel esprit critique, ce qui est plus important que l'IA finalement. L'IA va te dire, j'ai lu dans 80% des articles disponibles sur le web que l'IA c'est ça. Garde ces 20% pour toi humain. Pour moi, vraiment, hein, c'est l'IA va nous permettre de remettre l'humain au centre de tout. Et je dirais pas que ça va remplacer les juniors ou les tâches faciles, ça va automatiser les tâches répétitives en fait. C'est vraiment ça pour moi le plus important. Donc ce n'est pas difficile, c'est juste de l'apprentissage, c'est du travail comme toutes les autres compétences qu'on a pu acquérir jusqu'à présent. Donc il faut avoir confiance. Il faut aussi ne pas hésiter à parler à des gens comme moi, comme Anne-Laure. Il y en a plein sur LinkedIn de gens qui sont ouverts à la discussion, qui ont envie. Je vais pas dire jusqu'à mentorer ou coacher, mais qui en fait sont OK à discuter. Faites-vous un network. Le réseau, c'est hyper important. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis aussi d'atteindre ce niveau dans ma carrière. C'est que j'ai vraiment rencontré des gens très différents, très prolixes, très ouverts à la discussion et au partage. Ouais. Je sais pas où on en est des meet-up et tout. J'avoue, depuis le Covid, reste un peu chez moi là. Mais j'imagine qu'il y a encore des groupes de parole, si on peut dire, autour de la data ou de l'IA. N'hésitez pas. Voilà, ne vous rabaissez pas. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Ce que moi je pourrais vous apprendre aujourd'hui sur la data n'est pas ce que vous pourrez apprendre à d'autres personnes dans 10 ou 15 ans sur C'est la sûr. data, parce que tout évolue. Donc n'ayez pas peur, au contraire, soyez J'adore. curieux. Merci, c'est des belles pépites ça pour notre audience, super. Et je vois que tu es enthousiaste. Et qu'est-ce qui t'enthousiaste encore quand tu penses à l'avenir justement de ton métier et de la data dans les 5 prochaines années? Bah, en fait, il y a bien quelque chose qui existera toujours, et c'est un peu ce que je disais, ça existe dans notre vie de tous les jours, c'est la donnée. Moi, ce qui m'enthousiaste et ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est l'histoire qu'on raconte autour de la donnée. Je le disais tout à l'heure, la donnée, on peut lui faire dire ce qu'on veut, puis je pense qu'on a tous vécu des meetings où les gens donnent des gros chiffres, et on l'a eu notamment un truc qui me suit toujours depuis Blablacar, c'est le fameux Vanity, Sanity, Reality, qui est de dire, bah, donner des gros chiffres en réunion pour dire que ça existe, c'est cool. Genre, tu l'as cité tout à l'heure, on a plusieurs centaines de millions de joueurs dans nos jeux vidéo. Cool,
c'est chouette, c'est de la vanité. Qu'est-ce qu'on en fait? On sait pas trop, mais on les a en tout cas, ça nous fait plaisir. Mais ça nous fait plaisir parce qu'effectivement, ça met aussi en avant le travail qu'on peut faire. Mais pour moi, c'est ça, il y aura toujours des histoires à raconter. Et ces histoires, elles seront toujours basées sur des faits, et ces faits seront toujours basés sur des chiffres. Donc pour moi, la donnée, ça existera toujours, même si demain, on n'a plus la techno, pour des raisons écologiques que je citais tout à l'heure, qu'on n'a plus cet engouement sur dire la data, c'est le nouveau pétrole. On revient toujours à l'écologie finalement. La data, ça existera toujours. Combien d'enfants, combien de nuits, combien d'heures tu dors par nuit, combien de pas tu fais par jour pour te sentir à l'aise. Moi, je tricote beaucoup. Combien de pulls j'ai tricoté ce mois-ci, combien de chaussettes, etc. Ça existera toujours. Donc, pour moi, on devient vraiment des raconteurs d'histoires finalement. Mais c'est moins imaginatif que les auteurs de livres aujourd'hui. Moi, j'aime me baser sur des faits. Je suis très prolixe là-dessus. Voilà, j'ai de la connaissance et j'aime la partager. Donc pour moi, c'est ça qui m'enthousiasme toujours. C'est-à-dire que quand bien même demain ce sera toujours l'apocalypse, j'aurai toujours des histoires à raconter basées sur des faits et qui sont eux-mêmes basées sur des chiffres. Ah, c'est génial. Je suis étonnée que t'aimais pas les maths, toi. Alors, je les aimais beaucoup. Non, j'aime beaucoup les maths. Je suis juste très nulle. Je pense que juste la manière de me faire apprendre les maths n'est pas la manière que je suis capable de comprendre les maths. Je dis pas que je fais pas des maths tous les jours. Hein. Oui, évidemment que j'en fais, je suis obligée. Mais je ne le fais pas dans le cadre éducatif que j'ai eu. Ouais, voilà. Le seul truc qui me reste, c'est le produit en croix, je pense. Mais le reste, effectivement, j'ai mes méthodes personnalisées, je dirais. Ah, mais c'est très, très, très utile. Mais effectivement, j'ai jamais compris la manière de nous faire apprendre les maths, en tout cas dans les années 90, je dirais. J'espère que ça a évolué comme la data. Mais non, j'aime les maths, juste j'étais très nulle à l'école en maths. Mais comme quoi, on peut faire de la data. Ah ben, carrément, merci pour cette belle exemple. Hein, j'étais pas très bonne en anglais et aujourd'hui, je parle anglais tous les jours dans mon travail. La pratique. On en revient toujours à ça, c'est la pratique, effectivement. Bah, la pratique, l'envie, la passion. Dès qu'il y a tout ça, c'est la bonne formule. Et du coup, j'ai retrouvé, parce qu'à l'époque où tu faisais beaucoup de conférences, où tu étais notre petite star, donc... T'avais une devise, c'était la data, c'est bon, mangez-en. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ça. Du coup, quand tu m'en as parlé, je me suis rappelé d'où ça venait. En fait, effectivement, il y a un jour où j'ai dû faire une conférence sur expliquer la data et notamment les histoires qu'on racontait à partir de la data. Cette conférence, c'était à Bordeaux. Et comme vous le savez, à Bordeaux, ils disent pain au chocolat. Et j'avais réussi à trouver un dataset de les gens par région. Est-ce qu'ils disaient plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Et du coup, la conclusion, c'était effectivement qu'on dise pain au chocolat ou chocolatine, ça change rien. Et donc, la data, c'est bon, mangez-en. Et je pense qu'il faut effectivement continuer. Ces dernières années, ce que je partageais beaucoup, c'était n'oubliez pas de spread the data love. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je pense que je peux dire, je suis une experte de la data, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire grandir les gens sur cette expertise ou en tout cas cette compréhension. Et je pense que la maturité et juste la compréhension de la data, c'est important. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment si un jour tu touches à la data, si t'en deviens un peu expert, je pense qu'il faut que tu continues à partager. C'est un peu dans la même veine que ce que je disais aussi sur le networking tout à l'heure. Moi, on m'a beaucoup aidé dans ma carrière. J'ai des gens qui ont été assez ouverts à m'aider à grandir. Et aujourd'hui, j'estime que c'est mon rôle aussi d'aider les autres à grandir. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, n'hésitez pas à partager ça. Donc, c'était pour ça. Donc, Spread the Data Love, c'était vraiment mon dernier point. Mais la data, c'est toujours aussi bon. Mangez-en, clairement. Ça ne change rien. On regarde les deux, on choisit de finir là-dessus, c'est super, merci beaucoup. Donc Spread Data Love, merci Gaëlle. Et bien écoute, on peut te contacter sur LinkedIn éventuellement. Oui, n'hésitez pas. Voilà, non, au contraire, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Que ce soit Gaëlle ou d'autres, puisque j'imagine que d'autres sont ouverts aussi à conseiller, donner, aiguiller et conseiller nos petits jeunes à aller dans la data sereinement. Ok, merci beaucoup Gaëlle. À bientôt. Merci à toi Anne-Laure de m'avoir invitée. Salut. Au revoir. C'est super. Merci beaucoup. Bye bye.